Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, réaction rapide à l'actualité. Vous avez été extrêmement nombreux à me solliciter autour du crash qui a été filmé d'un Sukhoi 25 russe apparemment cette semaine. Alors je dis bien apparemment parce que nous allons regarder les faits ainsi que la vidéo à l'heure actuelle. Nous ne savons pas de quand date cette vidéo. Néanmoins, il semblerait que ça vienne de Milerovov dans l'oblast de Rostov, à peu près une vingtaine de nautiques de l'actuelle frontière avec l'Ukraine. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de prendre un peu de recul, de regarder ce qu'est le Sukhoi 25 Frogfoot, l'avion, l'équipier là qui s'écrase au décollage. Ensuite, de parler un tout petit peu autour du vol en patrouille, de l'étagement, du décollage section, c'est ce qui réalise à deux, et également de l'effet de souffle. Et ensuite derrière, nous allons étudier image par image la trajectoire de l'aéronef pour après nous interroger, sans pour autant faire café du commerce, sur des causes potentielles. Et notamment, nous allons reparler de l'accident d'un avion Tutor des Snowbirds durant la période de Covid, alors qu'il faisait une tournée pour le moral des Canadiens. Mais tout ça juste après le générique. Roger ball. Alors le Sukhoi 25, je pense que vous commencez à connaître si vous suivez un petit peu la chaîne et les événements. Un avion soviétique qui est d'une certaine manière le remplaçant de l'IL-2 Sturmovik, très connu lors de la Seconde Guerre mondiale, le fameux tueur de chars, et qui est l'équivalent soviétique de l'A-10 Thunderbolt, un avion d'attaque au sol, un avion de combat, d'appui, feu comme on dit, qui a pour objectif d'être au plus près de la ligne de front et de détruire les chars, d'appuyer les troupes au sol. Pour ce faire, le Sukhoi 25, ils ont commencé à travailler dessus dans les années 70, premier vol en 75, mise en service en 1981, c'est donc un avion qui a 41 ans mais qui a subi plusieurs rénovations. Nous restons quand même sur un design, mais voilà, il y a plus de 4 décennies, il y en a 1024 qui ont été fabriqués. C'est un biréacteur avec seulement à peu près 4 tonnes de poussée, à savoir que sur les premières versions, le réacteur était un dérivé de celui du MiG-21 mais sans la post-combustion. Vous avez une masse maximum au décollage qui est assez impressionnante pour la taille de l'avion, qui est comme de 19,3 tonnes. On n'est pas loin d'un Rafale. Rafale marine au cataputage c'est 21 tonnes 5, au sol c'est 24 tonnes. Un super étendard était dans les 12 tonnes 4. Et à vide, il est lourd, 9 tonnes 2 quand même. Donc on est quand même sur un gros avion, mais en termes de puissance, voilà, il n'y a que 2 fois 4 tonnes de poussée. D'un point de vue aérodynamique, ce n'est pas fait pour voler rapidement, ça ne passe pas le mur du son. On est au maximum, à peu près à Mach 0,8. Et d'un point de vue armement, là forcément, vous avez un canon de 30, comme ce qu'on utilise dans l'armée française, avec 250 obus, du GSH-30, alors c'est pas le même canon, hein, c'est un canon différent, 250 obus quand même, donc on en parlait la dernière fois, c'est conséquent. Et vous pouvez embarquer différents types d'armement, et là dans ce cas-là, c'était de la roquette qui est à peu près la même technologie que ce qui était utilisé dans la Première Guerre mondiale et tout début de l'aviation. Le premier missile, c'est des sortes de roquettes en fait, inventé par le lieutenant de vaisseau Le Prieur, un marin. Toujours est-il, la roquette, ça a fait ses preuves. Regardez la poche de falaise, les Skyraiders au Vietnam ou autres, c'est efficace, ce n'est quasiment plus utilisé par les armées occidentales. Pour tout vous dire, super étendard Rafale, moi j'ai jamais tiré de roquette à l'entraînement de ma vie parce que nous en utilisons plus. Néanmoins, c'est très efficace pour de l'appui-feu, mais en termes de précision, voilà, on a connu plus précis. L'avionique du Sukhoi 25, eh bien, c'est inspiré du Sukhoi 17 et 20. Je vous ai dit que c'était pas moderne, vous attendez pas un super glass cockpit. Et vous avez différentes versions, même des versions pour l'entraînement des pilotes de la marine, le Su-25 UTG, avec une crosse qui permettait d'entraîner les pilotes à l'appontage. Je vous rappelle que les soviétiques et les russes maintenant, ils ont un porte-avions, même si à l'instant T, il n'est pas opérationnel. C'est un avion qui a connu le combat, ça a commencé avec l'Afghanistan. Entre 79 et 89, ils en ont perdu 23. C'est notamment là qu'ils ont décidé de mettre une cloison anti-feu entre les deux réacteurs. Depuis le début du conflit en Ukraine, on voit clairement que c'est un avion qui peut prendre des dégâts et quand même réussir à revenir au terrain. Il a été pensé pour ça, hein, c'est une sorte de gros hélicoptère, un mix entre un hélicoptère, un char, un avion volant. Il est fait pour s'approcher de l'adversaire et prendre des coups. Il a également été utilisé en Irak, contre l'Iran dans les années 80-88, en Tchétchénie où ils en ont perdu plusieurs, et également
il a été médiatisé en France lorsque des Sukhoi 25 ivoiriens ont bombardé les troupes françaises, faisant 9 morts en novembre 2004. De manière générale, c'est un avion robuste, fiable, qui a fait ses preuves, qui est simple, qui n'est pas forcément ce qui se fait de plus manœuvrant et de plus véloce, mais qui dans un environnement où l'adversaire n'a pas beaucoup de défense aérienne va vous permettre de prendre l'avantage. Maintenant, dans un environnement où l'adversaire est très bien protégé par ses défenses solaires, il est assez vulnérable. Parlons un petit peu de vol en patrouille maintenant. Le vol en patrouille, c'est le concept de voler les uns à côté des autres. Imaginez, vous voulez avoir ces deux aéronefs qui volent ensemble. Alors déjà, la première question, pourquoi? C'est plus facile à l'idée. Les pilotes de chasse, on ne part jamais seul au combat. On y va toujours à plusieurs. C'est ce qu'on appelle le support mutuel, le mutual support. Vous avez différentes formations. La patrouille serrée, l'un à côté de l'autre, à quelques mètres. La manœuvre, environ 150 mètres, qui vous permet d'être très manœuvrant. Ou des formations plus d'attaque. Vous allez être de front, comme ça vous allez rentrer à plusieurs kilomètres, vous allez pouvoir vous voir et vous allez pouvoir comme ça bien scanner autour de vous, bien regarder autour ce qu'il y a. Et si vous voyez un départ de missile ou un adversaire, vous allez pouvoir l'annoncer et vous allez pouvoir réagir comme ça et faire face à la menace. Donc ça nous permet de travailler ensemble. Le fait de faire de la patrouille serrée, ça permet de traverser les nuages, ça permet de réduire le nombre de mobiles également en déplacement. Pour le contrôle aérien, ça permet de mieux gérer sa patrouille et c'est donc quelque chose auquel on s'entraîne en tant que pilote de combat. Le décollage section, ça permet de faire décoller plus d'avions en moins de temps. C'est quelque chose auquel on s'entraîne dès notre plus jeune âge en tant que pilote de combat et que l'on va pratiquer en permanence, tout comme l'atterrissage section où l'on se pose à deux. Néanmoins, si vous n'avez pas de besoin particulier à cause de la météo ou autre, eh bien de garder cette cohésion de patrouille à travers les nuages ou autre. Ça va vous permettre de réduire le temps qu'il va vous falloir pour mettre en œuvre votre patrouille. Mais voilà, il n'y a pas grand chose qui va vous pousser à choisir un décollage section par rapport à un décollage d'il y a 10 secondes ou 20 secondes, où là, le leader met plein gaz, lâche les freins, part. Le numéro 2 lance son chrono, attend 10 secondes ou 20 secondes et part. L'avantage du décollage à 10 secondes ou 20 secondes, c'est qu'en tant qu'équipier, vous n'avez pas à vous focaliser sur l'avion du leader, vous pouvez regarder devant vous et mieux gérer votre aéronef. Ça, c'est un point important. En patrouille serrée, vous avez en tant qu'équipier plus de charge de travail. Ça vous demande plus de travail, ça vous demande de regarder le leader. C'est l'équipier qui est responsable de l'anti-collision. Et donc, dans un environnement où vous pouvez vous faire tirer dessus, vous ne passez pas votre temps à chercher un départ missile ou un adversaire, puisque vous vous êtes focalisé sur votre leader. Donc, chaque type de formation a ses avantages et ses inconvénients. La patrouille serrée, ça passe partout, ça rentre dans les nuages, vous gardez la cohésion de patrouille, mais votre équipier ne crée pas vraiment de valeur, il est obligé en permanence de rester dans votre aile. La manœuvre, c'est très manœuvrant, ça permet au leader de réagir fort. L'équipier peut regarder un petit peu autour, mais dans la direction du leader, pas dans l'autre direction. Et ensuite, ce type de formation où vous êtes de front assez espacés, là c'est très bien, mais c'est un peu plus compliqué à manœuvrer pour les virages à cause des rayons de virage de chacun. Le danger du vol en patrouille, c'est quoi? C'est l'étagement. L'étagement et surtout la turbulence de sillage. Imaginez, je passe derrière le Rafale, là il y a de la turbulence de sillage. Il y a ces réacteurs qui envoient de l'air, hein, et donc si je passe juste derrière, je risque de me faire secouer. Donc il faut faire très attention, et c'est pour ça qu'à basse altitude, on vient prendre une position, ce qu'on appelle un étagement supérieur. Je viens me mettre au-dessus de lui, en Occident on se met toujours au-dessus, ça serait étagement neutre, étagement négatif, au-dessus. À haute altitude, on se met plutôt en étagement en dessous, comme ça on ne se rentre pas dedans. Donc ça c'est un point très important, et des vidéos que j'ai vues de patrouilles serrées des Russes à basse altitude, ils ont plutôt tendance à se mettre un peu en iso-étagement ou en étagement un peu négatif. Nous on a tendance, voilà, dans les armées occidentales, à se mettre en étagement positif. Le souffle, vous en avez entendu parler, dans Top Gun, Maverick se prend le souffle de son leader, il se retrouve en vrille, décrochage compresseur, et Goose il meurt. Donc prendre le souffle, c'est no bueno. Nous avons déjà perdu un Rafale Marine qui a pris le souffle d'un F-18 américain. C'était en Méditerranée, au large de l'Espagne, et c'est un avion qui a été perdu. Le pilote a néanmoins réussi à s'éjecter vraiment à la dernière seconde. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous regardions un petit peu la vidéo. Donc au niveau du dieu, on a parlé de Miller Rovo, vous avez les deux aéronefs qui décollent ensemble, décollage section. Le leader à gauche, l'équipier à droite, c'est lui qui va s'écraser. Les deux avions ne montent pas initialement très fort, on est sur une pente faible, hein,
On a dit que ça pousse pas énormément et de toute manière, ils ont plutôt avantage à rester bas. Donc là, ils font une sorte de palier d'accélération, ils rentrent le train. Comme vous pouvez le voir, ils sont quand même assez loin. Ils ne sont pas collés comme pourrait être la patrouille de France ou des Blue Angels au décollage. Ils sont quand même un petit peu loin. Chacun a un peu sa place. Très important, il y a, vous voyez, pas mal de distance entre eux. On voit qu'ils sont équipés avec du lance-roquettes. Je ne vois pas de missiles RR, ce qui veut donc dire qu'il semblerait qu'ils n'aient pas peur de se faire intercepter par la chasse ukrainienne. Ils comptent l'éviter ou elle n'est pas présente. Donc là, on a le décollage avec un vario assez faible. Et là, tout de suite, vous voyez le leader qui doit avoir pris un peu de vitesse. Le train est rentré, commence gentiment à virer par la gauche. Tout de suite, l'équipier a réagi. Mais là, comme vous pouvez le voir, il tire un peu sur le manche. Alors on dirait qu'il veut passer en étagement positif. Mais regardez, il remet les ailes à plat. Le leader continue son virage vers la gauche, sûrement pour partir vers la zone d'opération. L'équipier, lui, ça y est, il n'est plus en patrouille serrée à ce moment-là. Là, il a quitté un peu, si on peut dire, la patrouille. Et ensuite, après cette petite période des ailes à plat, ça part en virage à gauche. Alors, à première vue comme ça, jusqu'à l'impact, à première vue comme ça, on pourrait se dire, s'il y avait beaucoup de vitesse ou autre, que c'est le pilote qui perd connaissance en tirant dans le virage et que c'est ce qu'on appelle un G-lock, une perte de conscience due au facteur de charge. Mais la vitesse, ça peut être tout cohérente. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde différents cas. Le premier cas que j'ai vu sur Internet, vous êtes nombreux à m'en parler, c'est pour ça que je vais réagir dessus de suite, c'est la collision. Regardez la distance là, regardez les vitesses de rapprochement, c'est extrêmement peu probable que ce soit une collision. Certaines personnes ont fait de l'arrêt sur image, on dit que là, il manque un morceau de l'aile. Si vous regardez un peu plus tard, par exemple, ici, en fait, il semblerait qu'il ait récupéré son morceau de l'aile. Donc moi, je pense pas que ce soit une collision. L'autre théorie qui tourne, c'est les soucis au niveau du réacteur. Donc, qu'est-ce qui peut amener votre réacteur à avoir un problème? La maintenance, le réacteur qui ne marche plus, ça peut être le pétrole qui peut être contaminé, ou l'absence de pétrole. La France a perdu un as pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a décollé, il a fait un changement de réservoir très tôt, il faisait ça juste après le décollage, et il y avait un souci avec le pétrole à ce endroit-là, et il s'est écrasé à cause de ces histoires de carburant. Ça peut être également des oiseaux, on a parlé des Tudors, des snowbirds. Les Tudors des snowbirds, le problème c'est quoi? C'est que à basse altitude, faible vitesse, si vous prenez des oiseaux, collision volatile, ça peut vous poser d'énormes soucis parce que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, votre avion va décélérer extrêmement vite et comme on a vu dans le cas de l'accident au Canada, eh bien, vous pouvez également vite sortir du domaine d'utilisation du siège éjectable. Au Canada, le pilote avait été sorti à temps, mais sa passagère, qui était officier de communication d'unité, à cause du petit délai entre les deux éjections, n'a malheureusement pas survécu à son éjection. Donc ça peut aller très très vite. Généralement, si vous avez une collision aviaire à ce moment-là, c'est les ailes à plat. Donc on cabre les ailes à plat pour l'éjection. Avoir le domaine d'emploi du siège éjectable du Sukhoi 25, je ne pense pas que ce soit un 0,0, un siège éjectable qui permet de s'éjecter au sol à 0 nœud. Donc il faut un peu d'énergie pour pouvoir tirer la poignée. Si vous décidez de ne pas tirer la poignée, ce que vous allez faire, c'est peut-être un retour vers la piste. Et là, ça aurait plutôt été un virage par la droite, je pense, après avoir fonction du vent. Donc, souci réacteur, c'est possible. Certaines personnes parlent effectivement de variation au niveau de la fumée. Alors là, on voit que ça fume. Après, est-ce qu'il a coupé, pas coupé? J'ai envie de dire, vu la qualité des images, moi, je me risquerai pas. Je vais rester factuel et vous donner des options sans me prononcer. Je suis pas enquêteur au bureau enquête analyse et je n'étais pas présent sur zone. Donc, je ne peux que vous proposer des possibilités. L'autre point que j'ai vu, c'est s'il perd un seul moteur, est-ce qu'il va pouvoir continuer à voler? Eh bien, il faut savoir, c'est qu'un décollage, s'il est lourd, s'il est à 15, 16, 17, 19 tonnes, dans l'aviation militaire, vous n'êtes pas tenu, au combat surtout, forcément de respecter toujours les marges qu'on peut avoir dans l'aviation civile. Donc est-ce qu'il est possible que dans certains cas, l'avion se retrouve en l'air dans un domaine de vol où s'il perd un moteur, il ne peut plus accélérer et ça ne va pas fonctionner, il faut s'éjecter? Oui, ça peut arriver dans l'armée, c'est très rare, mais ça peut arriver. Ne pensez pas forcément que toutes les règles de navigabilité ou des performances ou ces choses-là s'appliquent au Sukhoi 25 qui décolle. Il faut voir les températures. En France Lantec, je ne suis pas sûr honnêtement qu'ils fassent leur calcul de performance à chaque décollage. D'autre point, ça pourrait être un souci au niveau des commandes de vol. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit qu'il y a ce départ vers la gauche et après il n'y a pas l'air d'avoir énormément de corrections. Donc pourquoi pas un problème au niveau des commandes de vol supplémentaires après une autre problématique, pourquoi pas? Ça peut arriver, il faut y penser et ça peut donc directement également être lié à des soucis
hydraulique. Ça, c'est pour la partie vraiment, on va dire, technique. La partie erreur de pilotage, qu'est-ce que ça pourrait être? Partie erreur de pilotage, dans un certain cas, on pourrait se dire, si vous voyez bien les images, ça part en virage, petite surréaction, peut-être qu'il y a un oiseau, il évite quelque chose ou autre, ou il y a quelque chose qui le gêne dans la cabine, et là, il se retrouve du coup déphasé. Il se retrouve à l'extérieur du virage, un équipier doit se mettre à gauche, à l'intérieur du virage. Là, il n'est pas en patrouille serrée, il est plutôt en manœuvre proche. Donc, il pourrait incliner fortement l'avion pour essayer de venir chercher l'intérieur du virage de son leader et récupérer une bonne position, se mettre à l'intérieur de son cercle et mieux tenir sa position. Ça pourrait être vu comme une volonté, j'incline l'avion et de manière virile, je viens me mettre à l'intérieur du virage, changer de côté, et donc là on tire sur le manche. En termes d'attitude, on voit passer pile poil dans la fumée, mais sa trajectoire descendante est déjà acquise quand il passe dans le souffle, donc je ne pense pas que le souffle soit vraiment impactant. Donc qu'est-ce qui pourrait également impacter le pilote? Ça pourrait être la fatigue, l'incapacitation, une erreur de jugement, ça arrive très très vite. Ça c'est un point important, on a vu pas mal de personnes insulter le pilote ou dire qu'il est nul. Je ne pense pas que ça soit rehausser le débat que de dire ça. Ça peut arriver à tout le monde. Je peux vous trouver des vidéos de n'importe quelle nation, les Américains, les Français, les Israéliens, les Ukrainiens, où vous avez ce genre d'accident. Au contraire, ce qui est important, c'est peut-être d'avoir une réflexion là, pour les Russes et pour les autres nations, de l'importance du décollage section dans un cas comme ça, voir si avec un décollage à 10 secondes, peut-être que ça aurait pu changer quelque chose. Est-ce qu'il faut vraiment faire du décollage section en permanence pour ce genre de combat, alors qu'il est probable qu'ils n'aient pas beaucoup d'avions à mettre en l'air? À voir, c'est une réflexion qu'ils vont avoir. De manière générale, il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont eu beaucoup d'accidents lors des vols de formation, avec les décollages et les atterrissages section, à tel point que sur certains avions d'entraînement, ils les ont interdits. Ça peut être accidentogène. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? En conclusion, je pense que les grandes hypothèses, c'est oui, forcément un souci technique qui a pu affecter l'avion et peut-être distraire le pilote dans un premier temps, et peut-être également un souci d'erreur de pilotage, soit lors de cette inclinaison et ça tire un peu trop fort, soit lors du traitement de la panne. Pourquoi? Parce que si vous avez un souci, généralement on aime bien garder ce qu'on a, on essaye de mettre les ailes à plat. Si c'est lié à un souci moteur, normalement c'est on cabre les ailes à plat, éventuellement on s'éjecte ou on avise. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ce départ en virage comme ça. Et donc, soit c'est volontaire de la part du pilote, et s'il y avait une autre panne, c'était pas forcément la meilleure des réactions. Maintenant, c'est toujours facile de critiquer, surtout avec autant d'inclinaison. Soit si c'est technique, et bien là, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas essayé de s'éjecter. S'il n'a pas essayé de s'éjecter, il est probable, et vous avez même des cas de typhoon italien qui s'est arrivé en meeting aérien, qu'il est en train de se battre contre les commandes et qu'il était en train d'essayer de récupérer la situation. Donc il se serait battu jusqu'au bout pour essayer de survivre. Voilà ce qu'on peut dire à l'instant T. Je voulais surtout débunker, si on peut dire, cette notion de collision en vol, parce que je pense honnêtement que c'est peu probable, au vu, comme on l'a dit, eh bien de la vitesse de rapprochement entre les deux avions à cet endroit-là, qui est très faible. Je ne pense pas que ce soit dû à une collision en vol. Voilà, c'était le gros point que je voulais vous partager. Je vous dis à lundi prochain pour une vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres vidéos que vous voulez qu'on étudie, des questions, des choses comme ça. Allez, on essaie de rester apolitique et technique sur cette chaîne. Pas tous les jours facile, mais on essaye. Allez, fly safe.